Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Jean Plantu. Bonjour. Bonjour. Tout le monde connaît le dessinateur de presse, le caricaturiste que vous êtes à travers vos 50 ans passés au journal Le Monde. Quelques 30 000 dessins à votre actif qui ont rythmé à partir de 1985 la vie politique française. Mais pas seulement, on se souvient aussi de ce dessin historique signé par Yasser Arafat et Shimon Peres. En mai 1991, vous rencontrez Arafat à Tunis, qui dessine pour la première fois devant vous le drapeau d'Israël. Une année plus tard, à Jérusalem, Shimon Peres signe ce même dessin juste à côté de la signature de celui qui était alors le leader de l'OLP. Vous êtes aussi un auteur prolixe, à votre actif plus de 70 recueils de vos dessins. Votre dernier ouvrage, L'année de Plantu 2024, Merci qui a été publié en novembre chez Calman Levy. Alors vous avez fait votre premier dessin pour Le Monde en 1972. Le dernier, c'était le 31 mars, c'était je crois un mercredi 31 mars 2021. Est-ce que ça ne vous manque pas de ne plus être à la une du Monde chaque jour? Plantu. J'ai adoré travailler au Monde. Tout ce que j'ai raté dans mes études, c'est mes nouveaux profs, je dirais entre guillemets, les journalistes qui m'ont tout appris de l'Afrique, de l'Europe, de l'euro, de la Chine, de l'éducation. J'ai fait beaucoup de choses. Oui, parce que le dessin, c'était pas seulement la France, c'était le monde entier. C'était tout. C'était le fait du jour, quoi. Hein. Et il me donnait des cours particuliers. Je me souviens sur La Vache Folle, j'étais avec le responsable de la santé le journaliste responsable de la santé et qui m'a fait des cours sur qu'est-ce qu'on risque, qu'est-ce qu'on risque pas. Je prenais des notes, comme à l'école. Et alors, vous prenez des notes, mais il fallait que vous rendiez le dessin à 10h30. Les notes, vous les preniez quand? Le matin même ou avant? Non, le matin même. Ouais. Normalement, j'étais censé avoir quand même bien lu les journaux la veille. J'étais chauffé, j'ai bien écouté la radio. Je suis déjà dans le bain, vous voyez. Et puis, à la fois, il y avait le dessin du jour. Et quand je me disais, je vais peut-être faire un dessin sur tel thème, et j'allais voir les journalistes, et ils me faisaient un cours particulier. C'est génial. Et c'est pour ça que je suis un enfant nourri par la culture du journal Le Monde. Alors, on va parler du Monde, des 50 ans du Monde et des années avant et après. Mais comme c'est le principe de l'émission, Plantu, je dis pas Jean Plantu, je dis Plantu, parce qu'on vous connaît sous le nom. C'est comme ça qu'on m'appelait à l'école. Ouais. Moi, au lycée... parce que maintenant, c'était Plantureux. Hein. Voilà, et mes copains, Plantureux, d'abord, ils ne savaient même pas ce que voulait dire Plantureux. Ouais. Je me souviens qu'ils disaient Plantu. Voilà, et j'ai signé comme ça. Et vous avez signé comme ça. Alors, un mot sur votre parcours. 50 ans de carrière au Monde, plus de 30 000 dessins, et pourtant, vous auriez dû être médecin. Ce que voulaient mes parents. Voilà, parce que comme j'ai été viré de tout, sauf en sciences, quand j'ai eu mon bac sciences... Bac D, hein. Bac D. Henri IV. Bravo. Et que je ne savais pas faire... Ça n'existe plus le bac D aujourd'hui, hein. Il y a bac sciences, certainement, en tout cas. Et donc, ils m'ont dit, puisque tu as un bac sciences, fais médecine. Je dis, oui, mais médecine, c'est 7 ans. Je vous ai dit, moi, je veux faire du dessin. Ils m'ont dit, mais tu feras du dessin, mais après. Parce que votre père était dessinateur industriel à la SNCF. Exactement. Vous avez suivi un peu sa trace? Alors, j'ai adoré les dessins que faisait mon père, mais c'était des plans de locomotives électriques à la gare d'Austerlitz. Et moi, j'ai adoré les plans de face, de profil, vous voyez, les plans en 3D, tout ça. Et il dessinait un peu. Et moi, je trouvais que l'outil du dessin me permettait à moi, qui n'étais pas capable de parler, je le dis souvent dans les écoles, parce que je vais beaucoup dans les écoles, je dis, mais si vous ne savez pas parler, c'est pas grave. Si vous ne savez pas dire à une fille que vous l'aimez, c'est pas grave. Fais un dessin ou fais une chanson. Offre-lui des fleurs. Ou offre-lui des fleurs. Mais je dirais que les fleurs, c'est presque trop connoté. Alors qu'un petit dessin, un poème. Un petit poème. Et alors, dessinateur. Ça peut marcher. Dessinateur, c'est pas quelque part un médecin de l'âme? Oh là, médecin de l'âme, je ne sais. En tout cas, j'ai soigné. Disons qu'on n'a qu'à dire que les hommes politiques, je les ai bien soignés à ma manière. Oui, on va en parler. On va parler des politiques et des relations que vous avez eues avec eux à travers les dessins et autre chose. Le dessin, c'est quoi? C'est une vocation, une passion? C'est votre vie? Oui. J'aime encore plus la musique, mais je crois que je suis amoureux des arts et je suis tellement attendri quand je vois une pièce de théâtre, un film, un musicien. Je me dis, mais ils vont presque même plus loin. Je dirais que je ne suis pas croyant, mais je pense qu'on peut parler avec les âmes grâce à la musique. Alors le dessin... On peut réveiller les âmes peut-être grâce à la musique. Peut-être, mais je me débrouille avec le dessin. Je suis peut-être un peu trop terrestre,
mais ça me permet de discuter avec des gens avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord, et c'est ça qui me plaît. Et alors, qu'est-ce qui vous a conduit au dessin de presse, à la caricature? Vous avez toujours dessiné? Petit à petit, j'ai appris, alors je le dis aux enfants dans les écoles, faites pas comme moi, j'ai dit le même soir à mes parents, je vais me quitter médecine, je vais aller dans une école de bande dessinée à Bruxelles, parce que c'est la seule qui existait en 70, et puis je vais me marier et pas à l'église. Donc le même soir, c'est pas ce que j'appelle... à la synagogue quand même. Non, c'était avec Cato, mais alors que moi, j'ai fait ma communion, mais je n'étais pas un bon... Je crois même qu'on l'avait faite à l'église de la rue Jeanne d'Arc, à Paris 13e. Exactement, et j'en ai un très bon souvenir. J'ai adoré, je comprenais rien. Immaculée Conception. Je pensais que c'était une obscénité. Obscénité, d'ailleurs, vous avez aussi dessiné pour le magazine L'Union. L'Union, oui, vous avez raison, mais aussi la vie catholique, quand ça s'appelait la vie catholique. Et j'ai adoré... Et pourquoi Union? C'était avant que l'Union devienne l'Union que vous connaissez, vous, parce que ça a un petit peu dérapé après. Non, c'était un truc très gentil sur les couples, ça me plaisait. Ça vous plaisait? J'ai fait des dessins sur les couples. Et c'est quoi un dessinateur? Quelle est la vertu d'un dessin? Est-ce qu'il est là pour expliquer l'actualité ou pour adoucir l'horreur? Les deux, ou autre chose. Alors, adoucir l'horreur, c'est peut-être quelque chose que je peux voir de mes dessins 3 semaines après, mais par exemple, un dessin que j'ai fait récemment, Liberté, Égalité, Fraternité, avec une petite Marianne qui protège, et une église, et une synagogue, et une mosquée. C'est un dessin tout simple, vraiment. C'est pas plus. Mais il y a tout dedans. Voilà, et à la fois, c'est une manière de réapprendre, parce que comme dans les écoles, il y a pas mal de profs qui me disent « Venez », parce que nous, on est un peu perdus et on ne sait plus comment raconter la laïcité dans les écoles. J'ai fait comme si... Il paraît que Hannah Arendt a dit cette phrase, j'ai jamais lu Hannah Arendt, je ne vais pas vous faire semblant. Elle a dit « J'ai appris à penser comme si personne n'avait jamais pensé ». Eh bien, un dessin comme ça, c'est comme si on n'avait jamais parlé de la laïcité et que je reprenne tout à la base. Alors, puisque vous parlez de laïcité, bonne question. L'art, la culture, le dessin, est-ce que c'est les meilleurs moyens de répondre à l'obscurantisme, au fanatisme, à la haine et à tous ceux qui militent contre la laïcité? C'est un des moyens. Ça peut être la chanson, ça peut être un poème, ça peut être un opéra, ça peut être de la peinture. Mais là, on parle de dessins, de vos dessins. De mes dessins. Mais moi, je suis tellement dedans que quand je fais un dessin, Israël-Palestine, avec 2 petits-enfants qui sont... parce que justement, j'ai repris. C'est ça, comme ça qu'on fait un dessin. On va tourner un peu pour que les... C'est un dessin que j'ai fait il y a 10 ans. Les balançoires, c'est un proverbe arabe. Les balançoires les plus solides sont celles qui sont accrochées aux étoiles. Et il y aura des étoiles de 2 côtés. Voilà. Et quand je vois ça, quand je lis ça, je dis, moi, ça me parle. Et donc, je dis étoile, je vais faire une étoile de David. Ensuite, je dis, mais je vais faire l'étoile qui accompagne le croissant. Mais je vais faire la balançoire. Mais la balançoire, je vais mettre 2 petits-enfants. Et comment il vient le déclic? En combien de temps ça vient? Ça se fait. C'est une conversation entre mes doigts, mes yeux, ma page blanche et votre cerveau. Et ce que je crois être l'idée de départ. Et puis on parle silencieusement. Et puis après je scanne le dessin papier. Et après je vois ce qui tient la route. Et après, pour le dessin dont je vous parle, je vais rajouter pourquoi une aquarelle. Je ne me souviens plus, mais je crois que j'ai voulu faire quelque chose de poétique, de lyrique, une aquarelle où on ne sait pas où elle va, l'eau, et puis l'eau, elle est bleue, et à la fin, ça devient un dessin où les 2 enfants qui sont sur la balançoire, je vais faire un petit... C'est les mêmes, C'est les mêmes, mais il y en a un qui est palestinien, et l'autre qui est israélien. Il y en a qui a une kippa et l'autre a une kéfier. Exactement, et ils vont s'entendre. C'est un souhait. Et tous les Palestiniens n'ont pas de kéfier, tous les Israéliens n'ont pas de kippa. Non. Voilà. Mais moi, je suis caricaturiste. On les reconnaît. Je suis caricaturiste et je fais ce que je veux. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, on les reconnaît comme ça, c'est ça la caricature. C'est quoi un dessin réussi, un dessin qui reste, qui traverse le temps? Cela traverse le temps. Exactement. Leila Chaïd, la responsable de la Palestine, qui a été ambassadrice, elle a ça chez elle. Et un dessin réussi, c'est quand, par exemple, le dessin qui rend hommage aux victimes de Charlie Hebdo. J'ai pensé à Delacroix, je me dis, il faut qu'on lève la tête, il faut qu'on ne se laisse pas faire. Oui, mais la hampe des drapeaux dans le
tableau de Delacroix. Ah, mais je vais mettre un crayon, je vais mettre des crayons. Et puis voilà, ce qu'il fallait, c'est relever la tête. Et ce dessin est sur un mur du 13e arrondissement grâce à un graffeur qui s'appelle Nilko et la mairie Donc, du 13e depuis très peu de temps, et c'est le maire Jérôme Coumet qui vous a aidé à... Exactement. C'est faire ça, ce travail. un dessin réussi où, par exemple, quand on pense aux petites jeunes qui veulent montrer leurs cheveux en Iran, ça, je ne le sais pas sur le moment, que je fais mon dessin avec les filles voilées de Téhéran, et puis je fais mon dessin, je fais l'ayatollah, et en fait, je ne me rends pas compte sur le moment que mon dessin fonctionne, et avec le temps, 2 ans, 3 ans après, malheureusement, je dirais malheureusement, le dessin fonctionne encore. Il fonctionne. Est-ce juste de dire qu'il y a aussi une histoire, une relation particulière entre vos dessins, on va parler politique, et les leaders, les présidents de la Ve République? Oui, parce que je les ai tous... J'ai même vous dire, j'ai même vu 2 fois De Gaulle. J'étais au lycée Henri IV, justement, les jours des cendres de Jean Moulin. Et il y avait Malraux et De Gaulle. Et là... Je crois qu'on vous a donné des confettis à... Non, alors une autre fois avec non, des petits drapeaux. Des petits drapeaux bleu, blanc, rouge. Là, De Gaulle recevait le roi de George V de Suède et le surveillant général a dit qui veut saluer De Gaulle et le roi de Suède, boulevard Saint-Michel. Alors moi, dès qu'il s'agissait de foutre le camp de l'école, je disais ouais, moi. Henri IV quand même. Hein. Henri IV, ouais. Où je m'ennuie, où j'adorais ce lycée, mais j'avais une mauvaise note. Et donc, je me retrouvais au boulevard Saint-Michel à agiter mon petit drapeau devant De Gaulle, pour lequel, d'ailleurs, une 3e fois, je suis allé faire des photos, c'est incroyable, à Notre-Dame, au moment où il y avait l'enterrement officiel du corps de Gaulle à Colombelles et 2 Églises. Moi, j'étais avec Nixon, avec Pompidou, avec Chaban-Delmas. Il y avait tous les leaders de l'époque. Hein, avec Ben Gourion. Ouais. Avec Ben Gourion qui est passé devant moi, devant le Shah d'Iran. Et j'étais avec mon petit Foca, un petit appareil photo. Et j'avais demandé, est-ce que je peux rentrer dans Notre-Dame ? Et la sécurité d'un autre temps m'a laissé faire toutes les photos que je voulais. Et vous avez ensuite dessiné De Gaulle. Et ensuite, alors très facile à dessiner. Et Pompidou aussi. Et Pompidou, bien sûr. Ah, alors qu'à l'époque, vous n'étiez pas encore... Si, 72, vous étiez quelque part un peu rentré au monde. Mon 2e dessin, mon premier, c'est la guerre au Vietnam, en 72. Et mon 2e dessin, c'est Pompidou. Et alors, avec qui ça s'est le mieux passé ou le plus mal passé? Avec qui vous avez eu le plus de plaisir de qui vous avez le plus de plaisir à dessiner parmi les présidents de la 5e? Alors, le plus de plaisir, c'est Sarko. Ouais. Parce que vous avez été dur avec Sarko. Oui, je crois mais... qu'ils vous en voulaient un peu. Oui, mais c'est normal. Vraiment, je n'en veux pas. Vous êtes un caricaturiste. Voilà. Mais je n'ai pas fait dans la dentelle. Mais mon Sarko, c'est le vrai. Je veux dire, quand je vois les Sarko... Vous avez parlé avec lui? Quand il avait 20 ans, oui. Mais après, non. Et alors, c'est drôle parce qu'il m'a écrit plusieurs fois et il m'écrivait des trucs très gentils. Il me disait, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour votre travail. Il m'écrivait au Monde. Et il me disait, écoutez, c'est bien, j'aime beaucoup vos dessins, mais c'est encore plus ressemblant quand il n'y a pas les mouches. Il ne supportait pas que je dessine des mouches. Il avait même convoqué Fotorino, le directeur du Monde, à l'Élysée pour lui dire, écoutez, Plantu, il fait des mouches, il y en a marre. Voilà, et les mouches sont restées. Alors, il y a eu un accord très officiel, Journal Le Monde, tout ça. Et donc, Fotorino m'avait dit, bon, on se met d'accord sur 3 mouches, pas plus. Et donc, le lendemain, je ne sais plus pourquoi, j'en ai fait 15. Et le directeur du Monde me téléphone, il me dit... On avait un accord. On avait dit 3. Et on parlera des autres directeurs du Monde, notamment de Plenel, hein, vous l'avez connu aussi. Oui. Mais d'abord, les présidents. Giscard, que j'ai croisé qu'une fois, et que je n'aimais pas, et que j'ai appris à aimer... Après, mais sur le moment, je ne peux pas dire que... Non, je n'étais pas amoureux de Giscard. Parce que c'était une tête quand même, Giscard. Il avait une intelligence, une culture. Bien sûr, hein, bien sûr. Mais une aisance d'esprit, de réflexion. Vous avez raison sur toute la ligne. Mais moi, c'était... Et une vision aussi. Alors ça, je ne le savais pas, mais vous avez raison. Et j'avais 22 ans, 23 ans. Et moi, c'était le gars de la haute qui nous parle un peu, un côté ampoulé. Et ça ne me correspondait pas. C'est comme toute la jeunesse de l'époque. Hein, voilà. Et alors, Mitterrand. Alors Mitterrand... Ça a été un soupir. Vous étiez en à la 81. Bastille, hein, 80. Oui, j'y suis allé à la Bastille. J'ai pas dansé, mais j'étais heureux. J'étais avec un copain qui avait... Je vais vous dire, on avait même croisé Fabius,
alors qui avait 30 ans ou je sais pas quoi. Qui était pratiquement inconnu à Et l'époque. j'avais mon copain qui était avec moi. Et mon copain, il dit, c'est vrai que vous allez nationaliser les putes? Et alors Fabius, il savait pas quoi répondre. Mais c'était la fête. Et j'étais content. Et il pleuvait. Hein, et le lendemain, quand j'ai croisé le lundi, je voyais les policiers dans les rues. J'ai dit, mais c'est des policiers qui vont servir les socialistes, la gauche. Et j'avais presque envie de les embrasser. Je ne l'ai pas fait, mais c'était émouvant. On est passé du noir... Alors, c'est ce que disait Jacques Lang, ouais. Hein, c'est ça? C'était quoi sa phrase exacte? On est passé de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, voilà. Oui, là, mais c'est un peu ce que vous disiez à l'époque, non? Après, vous avez déchanté? Non, c'est pas ce que je disais, parce que je disais que j'étais content, parce que la gauche, j'ai toujours cru qu'il fallait la gauche au pouvoir, même encore aujourd'hui, j'y crois énormément. Cela dit, dès 83, hein, quand même, quand il y a eu les nouveaux plans de rigueur, quand il y a eu les nouvelles lois économiques, je me suis dit, mais attends, c'est pas ce que... Et quand le premier... Attendez, 10 mai 81, je crois que le lendemain ou le surlendemain, qui il reçoit comme chef d'État à l'Élysée? Le plus grand dictateur d'Afrique, Sékou Touré. Je me dis, bon, voilà, ça va. Là, et la France-Afrique. Hein. Et je me souviens que le jour de la démission de Mauroy, Premier ministre, le 15 jours avant, il me téléphone, il me dit, est-ce que je peux vous inviter avec Cabu à déjeuner à Matignon? Je vais, mais le matin même, on apprend la démission de Mauroy. Et vraiment, j'ai toujours été très spontané. On mange comme ça. Et j'étais même étonné qu'il nous invite alors qu'il avait quand même d'autres choses à faire. C'était le jour de sa démission. Et je lui dis, mais est-ce que c'est vrai que vous avez livré des armes à l'Argentine et au Chili? Et évidemment, il me dit, bon non. Et bien sûr il pensait que c'était vrai ou mais non, mais bien sûr qu'il avait fait. Ouais. Mais bien sûr qu'il avait fait. Ouais. Mais et quand vous entendez et qu'on est en 84 et que vous avez 33 ans et que c'est ma gauche que j'aime. Moi, j'aimais beaucoup Mauroy. Beaucoup de respect. Mais à la fois, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, c'est une gauche que j'ai appris à critiquer des fois au lance-flamme. Au lance-flamme. Alors, la gauche, il y avait Mitterrand, et d'ailleurs, quand Mitterrand n'était pas content de mes dessins, des fois, il m'invitait à une soirée. Voilà. Et quand je faisais des dessins sur certains scandales de la gauche, Urbain, Graco, tout ça, j'étais plus invité pendant 2 ans. Bon, voilà. Je demandais les autres, alors après les autres, Sarkozy, Chirac, vous en avez parlé, Chirac et Macron. Eh bien, Macron... Et Chirac, vous pouvez parler de Chirac, d'ailleurs. Chirac, que... Et Hollande, on a oublié Hollande. Et vous voyez, j'étais copain avec Faisan, le dessinateur du Figaro. Il me disait, mais pourquoi t'aimes pas Chirac? Viens avec moi, tu vas voir, il est sympa. Et je me souviens même une fois, Madame Chirac m'avait rattrapé dans un couloir, je ne sais plus où, et m'avait dit, mais vous savez, mon mari, il est gentil. Et j'avais presque honte qu'elle soit presque obligée de me dire une chose pareille. C'est vrai que je ne faisais pas des dessins très tendres sur Chirac. Il ne passait pas, d'après vos dessins, pour quelqu'un de gentil. En tout cas, il m'énervait. Il m'énervait et c'était pour moi la droite dure. Mais la droite dure des années 70 n'a rien à voir avec le Chirac de 95. Hein. C'est plus... Et là, j'avais appris... Alors, il avait essayé de m'inviter plusieurs fois, j'y allais jamais, donc il avait laissé tomber. Mais j'avais appris à faire des dessins beaucoup plus tendres pour Chirac. Et par exemple, en 2003, avec Villepin, quand il s'est agi de prendre nos distances par rapport à l'invasion en Irak des Américains, moi, j'ai fait les dessins carrément admiratifs de la politique étrangère de Chirac. Et là, d'ailleurs, vous parlez de Villepin, qu'on voit qu'il a envie de revenir, là, qui se pose je l'ai regardé hier. En candidat. Je l'ai regardé. Écoutez, moi, je ne veux pas vous dire, mais il m'a intéressé. Ouais. Il m'a beaucoup intéressé. Et j'aime sa manière de parler. Est-ce que, alors on parlait justement de l'interview d'hier, l'homme présidentiel, est-ce qu'existe-t-il? Bon, évidemment, il est mal placé pour dire, vous l'avez devant vous, connard. Mais je peux comprendre qu'on pose la question. Il y en a qui fait peur, hein, mais bon. Il y en a plusieurs qui font peur. Oui, il y en a plusieurs, on en parlera. Donc, vous avez parlé de Sarkozy, Hollande, Macron. Hollande, je l'ai... vous voyez, en tant que caricaturiste, je me souviens qu'il avait changé de lunettes, il avait des lunettes rondes, et une fois, il achète des lunettes danoises. Il avait changé de physionomie aussi. Rectangulaires. Ouais. Et je me souviens que je le croise à ce moment-là, je lui dis, attendez, nous, on est dessinateurs. Vous, c'est les lunettes rondes.
Il n'y a pas de lunettes rectangles, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'il m'a écouté? J'en sais rien. Mais il a repris ses lunettes rondes parce qu'il est la rondeur. Et je me suis moqué de lui. Il est de plus en plus la rondeur. Hein. Oui, c'est la vie. Hein. Et moi, le premier. Mais à la fois, je me souviens qu'il m'a dit que je l'avais torturé. Et j'en étais presque embêté parce que je lui ai dit, mais vous avez vu les dessins que j'ai fait sur Sarko quand même. Donc, je vous ai peut-être un peu bousculé, mais par rapport à Sarko, ça va. Et Macron, il vous dit ça aussi? Non. Enfin, je lui ai dit, quand je l'ai croisé, là, je l'ai rencontré qu'une seule fois, et je lui ai raconté les dessins que je projetais de lui pour la sortie de ce bouquin dont vous avez parlé tout à l'heure, où je le fais avec sa ceinture. Les JO, ça s'appelle l'Assemblée nationale. Les colonnes de l'Assemblée nationale, je les transforme en bâtons de dynamite, bleu et rouge. Il fait exploser la dissolution, et lui, il dit à une couverture de bouquin, merci qui, persuadé qu'en faisant exploser l'Assemblée nationale, il allait sauver la France. Et donc, il a bien vu que c'était un dessin un peu caustique. Ouais. Donc, il était un peu perplexe. Mais attendez, un dessinateur n'est pas là pour faire plaisir à tout le monde. Non, c'est pas les bisounours. Hein, c'est pas les bisounours. Et à la fois, c'est un amour de République. Voilà. Là-dessus, je suis très bisounours pour la République. Et à la fois, les femmes et les hommes politiques, j'ai pas du tout... Enfin, je ne veux que personne ne puisse compter sur moi. Personne. Et alors, il y a eu ces 40 ans de Une du Monde, avec des dessins, beaucoup de dessins politiques, et des dessins aussi sur l'actualité internationale. Et puis, il y a ce dessin signé, dont je parlais en introduction de cette émission, par Arafat et Pérez. Vous allez nous raconter l'histoire de ce dessin. Alors, c'est une histoire qui m'est tombée dessus. Hein. Vous savez que grâce à l'image du monde, faut quand même toujours penser pourquoi... Il y a un rédacteur en chef qui s'appelle Bernard Lausanne, m'a dit « Ah, c'est intéressant ce que vous faites. » Je travaillais au Galeries Lafayette à ce moment-là. Vous étiez vendeur. Je vendais des escabeaux. Bon. Et il me garde. Et là, j'ai 3 dessins, 4 dessins. Je reçois un chèque. Je dis « Oh là, je suis au monde. » Je crois que je dis 600 francs, c'est ça? Exact. 200 francs le dessin. Et le premier mois, 600 francs. Formidable. 600 francs à l'époque, c'était énorme. Hein. Énorme, bien sûr. Et donc... à force, les gens, ils disent c'est qui ce gars qui fait les dessins dans le journal Le Monde? Et donc, ça m'a donné une ouverture devant les ambassades, à l'étranger. Ce qui fait qu'on m'a invité un peu partout sur la planète, qu'on m'a fait connaître tous les dessinateurs de monde entier. Et je fais à Tunis, en 91, une expo avec un dessinateur syrien qui habitait Damas et qui, depuis, s'est réfugié dans le Golfe. Et dans la nuit, à l'hôtel, coup de téléphone, on me dit, il y a Yasser Arafat qui veut vous rencontrer. Je vais vous dire, j'avais complètement oublié qu'Arafat était à Tunis. J'étais dans mon expo, et donc j'ai dit, oui, mais le pape, oui, pourquoi pas le pape aussi, pendant que vous y êtes. Et donc je téléphone à Michel Deray, qui était notre correspondant au Monde. Je lui dis, attendez, il y a un gars qui est palestinien, et il me dit, oui, je le connais. Tu peux y aller. Donc à 4 heures du matin, une voiture pourrie, genre Peugeot pourrie, avec des kalachnikovs, m'attend dans un hôtel, la Bounawas, je me souviens, un hôtel palestinien, mais ça, je ne savais pas. Et je ne savais pas non plus, j'étais sur écoute d'ailleurs. Et donc, je me retrouve dans une voiture pourrie, Kalachnikov. Ils ne m'ont pas bandé les yeux, mais presque. Et je me retrouve dans un Hilton. Après, ils attendent. Ils avaient des gros talkie-walkie qui faisaient comme dans Mars Attack, vous voyez. Et après, on va dans une villa, quelque part à Tunis. Et je me retrouve dans une villa avec un gars qui était Gainsbourg avec une serviette de table sur la tête, et je me rends compte que c'est Arafat avec des lunettes de soleil. Et il me dit « Bonjour, Mr. Plantou ». Et je me dis « Voilà, là c'est chaud ». Et là, je commence à délirer, parce que spontané, je suis venu avec des feutres, des crayons, et il me dessine la carte de la Palestine, il me dessine le drapeau avec l'étoile de David du drapeau israélien. Et on voit là sur la vidéo, on voit une vidéo. Exactement. Et quand je reviens à Paris, je montre cette vidéo à tous les journalistes qui ne me croient pas. Je dis, mais regardez la vidéo. Et il me dit, oui, mais tu ne ferais pas la même chose avec Yitzhak Rabin et Shimon Peres. Je dis, évidemment. Pourquoi pas? Et on va avancer parce qu'après, on a plein de choses à dire. Donc, il y en a après, vous voyez Shimon Peres. Avec grâce à Mitterrand, que j'ai suivi avec le cortège des journalistes. Et Shimon Peres termine le dessin signé et colorié par les deux, et par Arafat, et par Shimon Peres. On voit sur cette vidéo le dialogue, on entend le dialogue avec Arafat et avec avant Peres, les accords d'Oslo. Avant les accords d'Oslo, et ce dessin n'a jamais fait la une du Monde. La une du Monde, non. Il a fait la une du Point. Ouais, pas la une du Monde. Non, pas la une du Monde, mais je vais vous dire pourquoi.
Parce que Amalric, qui dirigeait le service étranger, ne me prenait pas au sérieux. Et je lui ai donné la cassette, j'assure. C'est le papa de l'acteur. Et je lui donne la cassette, il l'a mise dans un tiroir. Et c'est que 9 mois après, quand j'ai eu un prix du Festival du Scoop à Angers, qu'ils ont ouvert et ils ont découvert le scoop que j'avais. Et on n'a pas le temps de parler de tout, mais il y a aussi Cartooning for Peace. C'est important. Que j'ai créé avec Kofi Annan. C'est important. L'ex-secrétaire général de l'ONU. Et après, il faut qu'on avance. 7 janvier 2015. Oui. Vous apprenez le massacre des dessinateurs de vos amis de Charlie Hebdo, que vous connaissiez tous. Tous. Hein, surtout T-News, parce qu'ils faisaient partie de Cartooning for Peace, mais je les connaissais tous. Et vous ressentez quoi? Alors, sur le moment, je devais déjeuner avec le directeur de RSF, Christophe Deloire, et il me dit, il se passe quelque chose à Charlie, on annule le déjeuner. Et il me dit, regarde la télé. Et là, je comprends je vois les bandeaux. Wolinski blessé, Wolinski assassiné. C'était uniquement des blessés, et puis ensuite, on a appris que c'était un massacre. Là, je vois Honoré, je vois Charb. Cabu. Et là, je comprends ce que déjà les Danois m'avaient raconté quelques années plus tôt, parce qu'en 2006, quand il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois, je suis allé les voir à Copenhague. Et j'ai compris qu'ils vivaient un enfer parce qu'ils étaient protégés par des policiers, des gendarmes, tout le temps. Et donc, j'ai averti tous mes copains en disant, il se passe quelque chose à Copenhague. Et on avance, 2015, janvier 2015. Depuis ce moment-là, vous êtes aussi sous protection policière. Oui. Et déjà, même avant, de temps en temps, je me souviens qu'en 2006, j'avais fait un dessin sur les intégristes, pas loin de Paris, au Rincy, et il y avait des policiers qui m'attendaient au RER, qui m'ont dit, vous accompagne parce qu'il y a des barbus qui n'ont pas aimé votre dessin. Et comment on ressent le fait d'être protégé sous protection policière? Alors, d'abord, je leur dis merci, parce que je ne demande rien. Parce qu'il faut leur dire. Je leur dis merci. Je pense que il faut le dire. Je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs aux policiers qui avaient moi. Ils n'ont pas des vies faciles. Non. Ils vivent pas tous à Paris. Et quand je leur dis, je pars à telle heure, ils se lèvent 2 heures plus tôt pour me protéger. Et je leur disais tout à l'heure, quand je suis arrivé, vous voyez, là, on arrive ici. Je leur dis souvent, vous croyez que c'est encore utile de me protéger moi? Parce que je pense que les synagogues, c'est beaucoup plus urgent. Et alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que... D'abord, pourquoi je vous demande comment vous avez envie d'être protégé, et aussi comment vos collègues du Monde vivaient cette situation de voir leurs collègues protégés? Alors ça, c'est une très bonne question. Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Je vais vous raconter. Je n'ai jamais raconté cette histoire. Moi aussi, j'étais sous protection policière en 2015, comme vous. Janvier 2015, ça a duré 9 mois. J'ai eu une protection à partir du 10 janvier 2015. Oui. Et vous savez très bien que quand on est sous protection, ce n'est pas vous qui demandez la protection, c'est les services du ministère de l'Intérieur, éventuellement Matignon, qui vous l'imposent. Exactement. Et donc, il y a eu la manifestation du 11 janvier. Oui. Donc, tout le monde, je suis Charlie, je suis policier, je suis juif. Et alors, à l'époque, moi, j'étais à LCP. Première fois que je raconte cette histoire. Oui. 14 janvier, réunion de rédaction. Vous savez ce qui se passe? Le rédacteur en chef, directeur de la rédaction, dit à Charlie Hebdo, ils ont assassiné Charb, ils ont assassiné son officier de sécurité, ils ont décimé la rédaction. Aziza, avec ses 2 officiers de sécurité, nous met en danger. Ça veut dire qu'il faut le virer. Et ça... Devant vous? Il a dit ça devant vous? Moi, j'étais pas là, mais après, je l'ai su. Voilà. Ce jour-là, je me suis dit, il faut que je quitte la France. C'est la lâcheté. Vous avez vécu ce genre de lâcheté? Non, mais... c'est terrible, hein? Terrible. Non, mais... Et c'est pour ça que je raconte. Pendant des années, ça fait drôle quand même, du jour au lendemain, d'avoir... Alors, à ce moment-là, en 2015, là, ils étaient dans mon bureau au Monde. Oui, moi, c'était pareil. Ils venaient avec un flingue sur eux. Voilà. Et des fois, des combinaisons... Avec des gilets pare-balles. Voilà. Et des fois, ils étaient... Enfin bon, ils étaient plusieurs. Et là, ils étaient dans mon bureau. Alors, je peux vous dire qu'à l'étage... Mais vous voyez pourquoi je vous pose la question? Il y avait un malaise. À tel point que j'aurais aimé qu'on vienne me voir dans mon bureau pour me dire si c'était pas trop dur. Oui, mais ils pensaient à eux. Hein? Et moi, je pensais aussi aux policiers qui étaient là. Et qui risquaient leur vie. Et celui qui a été assassiné, il s'appelle Franck, et qui a été assassiné. Et c'est bien qu'il y ait eu les hommages récemment
pour chacun des policiers qui ont été tués. Alors, 10 ans ont passé, vous avez rencontré des professeurs, des écrivains, des philosophes, des avocats, des politiques, des dirigeants de la communauté juive, des imams, qui sont aussi sous protection policière. Et qui ont les mêmes policiers que des fois ceux que j'avais il y a 3 semaines. Ça peut bouger. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Eh bien, j'ai honte pour mon pays. Je dis que je remercie les policiers. Quand j'ai vu Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, je lui ai dit que je remerciais les policiers, mais comme je l'ai dit à tous les responsables politiques, et à la fois, il n'est pas normal que quelqu'un qui est prof, je pense à Dominique Bernard, je pense évidemment à Samuel Paty, des profs, quand un journaliste, un intellectuel, un imam comme celui qu'on connaît, Chalgoumi, qui a le courage de dire je veux faire des ponts avec les croyants et musulmans et juifs, il a des ennuis, il est menacé, et je veux dire qu'il y a un truc qui ne va pas, et ça ne prend que de sales proportions. Et vous racontez aussi que vous avez entendu dans des écoles, vos amis de Charlie, ils ont été assassinés, ils ont bien fait. C'est bien fait pour eux. Ils ont bien fait les assassiner. C'est bien fait, et dans ces cas-là, alors il faut être malin, parce que je l'entends moins, mais je l'ai entendu. Et je me souviens qu'il y a un gamin, il devait avoir 11 ou 12 ans, je lui dis, viens ici, toi. Viens. Donc je ne l'engueule pas. Et je lui dis, on est bien d'accord que... Alors, je lui montre la photo de T-News sur mon iPad, et je le montre sur l'écran devant l'école. Je le mets la main sur l'épaule, et je lui dis, bon, on est bien d'accord que tu m'as dit, vos copains, ils ont été assassinés. Tu vois, ça, c'est T-News. C'était un de mes meilleurs amis. Et il était de Charlie Hebdo. Il a été coupé en deux par une rafale de mitraillette. Est-ce que tu pourrais redire cette phrase? Oh, mais monsieur, je rigole. Il a la capuche, tout ça. Non, mais d'accord, mais... Réfléchis à ce que tu dis. Et si tu parles d'humiliation, quand on parle de Mahomet, des choses comme ça, moi je veux bien l'entendre. Essaye de comprendre le mot. Qu'est-ce que c'est qu'une humiliation? Donc il faut tout réapprendre. Qu'est-ce que c'est que le respect? Qu'est-ce que c'est que l'irrespect? Et qu'est-ce que c'est que le respect? Qu'est-ce que c'est que l'irrespect? Racontez-nous ce que vous avez vécu dans une école quand un élève a voulu vous poser une question et que ce copain lui ont dit. Pas lui, il est juif. Voilà. Non, c'est le feuge. Et alors, ils étaient 500. C'était dans le sud, et j'entends, je vois souvent, j'aime bien me balader dans les rangs, et donc je m'approche de lui, et donc il commence à poser ses questions, et tous les autres, non, lui il est feuge, c'est le feuge. Alors je vais voir les profs, et les profs sont un peu gênés, ils me disent non, mais en plus il n'est pas juif, mais c'est parce qu'il ne l'aime pas. Et il trouve ça normal? Il trouve ça normal, les profs? Alors, non, je ne peux pas vous dire qu'il trouvait ça normal, mais ils étaient tellement parce qu'il n'aime pas. Ils étaient tellement habitués. Non, ils étaient choqués. Mais ils sont tellement habitués, vous savez... L'antisémitisme, ça existe, quoi. Exactement, où il y a même des endroits, je me souviens que dans un bar à Paris, je joue au billard avec des gens que je ne connaissais pas, qui m'avaient donné une queue de billard, mais vous voulez jouer avec nous, et je gagne, et le gars, spontanément, il dit « Ah, il a gagné son coup en juif ». Je lui dis, mais c'est quoi ça? Et donc, c'est des phrases que j'entendais quand j'étais petit. Oui, bien sûr. Alors, on repasse au monde. 50 ans au monde, ça vous a appris quoi? Et les années Plenel, on va parler directement de lui, c'est les plus belles ou les pires années au monde? Du monde. Non, tout a été passionnant, même quand c'était un combat de tranchées. Parce que, c'est très important, parce qu'on n'était pas d'accord. J'ai rarement vu un journaliste aussi intelligent, mais il avait une intelligence... Intelligent ou tordu? Non, une intelligence, mais il rentrait dans la tête des gens. Et moi, j'ai vu des gens se faire rentrer des choses dans la tête qui m'avaient dit blanc à un moment, et après, il le voyait et il disait autre chose. Je dis, mais il est très fort. Et donc, vous imaginez, j'avais à l'époque un feutre dans la main gauche, et je dirais même une Kalachnikov dans la main droite, et tous mes dessins, et je peux vous dire... Pourquoi une Kalachnikov dans la main droite? Parce qu'il fallait... vous défendre, pour vous protéger, contre Plenel? Mais c'était d'une violence de dingue, et je vous dis... Il fallait vous protéger contre Plenel comme ça, avec une image, une image, mais en tout cas... Mais non, mais je vais vous dire, je vais jusqu'au bout de votre question. Bataille de rue, bataille de tranchées, bataille violente, jeu des mots envoyés, mais à la fin, le dessin passait. Je crois qu'il y a une fois, un dessin n'est pas passé. En page une. Non, des dessins. Oui, alors oui, à l'époque de Blondel, je me souviens qu'il était tellement outré
que je critique le FO et la CGT, non, FO et la CGT, il m'avait dit, alors on était au bout de la conversation. Et à la fin, il dit, ah non, mais pas à la une. Je dis, bah, mets-le en page 3, je m'en fous. Et il est passé en page 3. Racontez-nous aussi l'échange avec lui sur le dessin sur la Seine-Saint-Denis. Ah oui, alors, encore un dessin qui est passé. Vous voyez, c'est pour vous dire que. Non, mais c'est bien de savoir. Il faut qu'un jeune, quand il se lance dans le boulot de dessinateur de presse, il faut il soit amoureux de son journal. J'ai toujours été amoureux du Monde. Il faut qu'il soit en accord avec la culture de son journal. À partir de là, c'est une problème de famille. Les engueulades de famille, c'est la vie. Et les engueulades avec le directeur de la rédaction, c'était des engueulades de famille. Et au moment où le journal titre qu'on verse encore de l'argent pour le 93, le 9-3, de la Seine-Saint-Denis, ce qui est bien normal pour les aider, moi, je fais le petit malin et je fais quand même les vendeurs de drogue. Et il y a une éternité, c'était en 2003. Hein, et je fais coq en stock, je fais des vendeurs de... 22 ans, à l'époque, on en parlait peu. Hein. Exactement. Et je fais le hashish, la cocaïne et tout. Et il me dit, c'est tout ce que tu vois du 93. Je lui dis, mais c'est une blague. Je suis caricaturiste. Toi, tu dis qu'on va donner de l'argent, c'est très bien. Et puis, comme ça, les mamans, elles sont contentes parce qu'elles disent, ça fait rouvrir le commerce qui se fermait dans le 93. En fait, mon message, c'était de dire, on va rouvrir les commerces du 93 grâce à l'avenue de... Et donc, il me dit, non, on ne passe pas à ce dessin-là. Reviens à 10h30. Je reviens à 10h30 avec le même dessin. Et il est passé. Et il est passé. Et le lendemain, j'ai eu droit à un conseil des commissaires politiques qui m'ont convoqué. Je me suis fait engueuler, voilà. Mais la vie continue et il m'a à chaque fois pardonné. Hein. Alors, il se passait 22 ans depuis. Un papier récent du Figaro d'Eugène Bastier a décrit un malaise grandissant au sein du Monde, au sein de la rédaction, sur le traitement d'Israël. Est-ce que ça vous parle ? Bien sûr, parce que j'ai regardé, je ne connaissais pas le papier. Bien sûr, c'est-à-dire pourquoi ça vous parle ? Évidemment, tout ce qui vit de ma famille, le Monde, c'est ma famille. Ouais. Mais est-ce que vous ressentez la même chose que ce qui était Alors, dans le papier ? moi, j'ai vu... Et elle met en cause notamment Benjamin Barthes. Hein. J'ai vu des dessins qui avaient été pris en photo sur... Et donc, je vais vous dire, comme je discute beaucoup avec les journalistes, je vais vous dire, je sais qu'il y a encore des réunions qui vont se faire autour de ce thème-là et qui méritent d'être pris en considération. Je vous dis en passant, il y a 25 ans, je suis avec les lecteurs du Monde, avec notre correspondant à Jérusalem. Et c'était qui à l'époque ? Je ne vais pas vous le dire parce que je vais vous dire ce qu'il a dit. Et devant les lecteurs on trouvera, il y a 25 ans. Non, c'est peut-être 30. On est avec des... C'était l'époque où on pouvait, en quart, avec les lecteurs du Monde, on était 70 lecteurs du Monde, entre le Liban, Israël, la Jordanie et Israël. Vous vous rendez compte la chance qu'on avait aujourd'hui, c'est inimaginable. Et il dit, moi je vous le dis tout de suite, j'ai pas un seul ami qui soit israélien. Je dis, oh là là. Je me dis, mais où je suis là ? Voilà. Et donc, j'ai discuté avec lui, je dis, mais tu te rends compte Donc, moi, je pense qu'il faut continuer à lire Le Monde, critiquer Le Monde, c'est normal. Hein. Mais moi, d'ailleurs, vous voyez, moi, je suis abonné au Monde, au Figaro, à Libé et au Parisien. Et je regarde beaucoup la télé, j'écoute beaucoup France Culture le matin. Et en fait, j'arrive... Quand je suis hésitant sur un sujet, et je vous le dis pour mieux répondre à votre question, il va y avoir encore une autre réunion pour parler de ce sujet-là qui mérite quand même... Le traitement par le Monde du Proche-Orient. Alors, en préparant cette émission, je suis tombé sur un papier sur vous, diffusé par le média en ligne Contre-Attaque. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui s'appelle Contre-Attaque de Nantes. Non. Alors, on y lit. Qu'est-ce que c'est Contre-Attaque ? Je ne sais pas, c'est l'émanation de la gauche et les fils peut-être de Nantes. Ah, d'accord. Et alors, on y lit qu'après avoir été, on vous parle de vous, plutôt de centre-gauche dans les années 80, gentiment antiraciste dans les années 90, contre les extrêmes et pour la paix dans les années 2000, vos dessins sont désormais principalement dirigés pour démolir la gauche. Alors que c'est ma famille. Et attendez, j'ai pas fini. La gauche est ma famille. J'ai pas fini. Et on cite aussi à l'appui de l'un de vos dessins jugés douteux et révisionniste sur le 7 octobre 2024, où l'on voit des enfants juifs portant l'étoile de David encerclés de barbelés. Je ne sais pas si vous l'avez pas. Il est dans mon bouquin. Portant l'étoile de David encerclés de barbelés, aux figures des lettres
Hamas. C'est un crime, hein. Oui. Évoquant un camp nazi. Après avoir rappelé qu'il y a 10 ans, vous dénonciez dans vos dessins les colonies israéliennes et l'action de Tzal en Cisjordanie, on vous accuse, entre guillemets, d'avoir complètement vrillé depuis le 7 octobre 23 en caricaturant systématiquement les élus de la France insoumise avec des bandeaux verts du Hamas sur Bien le sûr. front. Et ils trouveront... Et qu'est-ce que ça vous inspire? Et que je rigole. ce dessin que vous avez montré à Shimon Peres. Hein. J'ai montré ce dessin à Shimon Peres quand il était président, donc plusieurs années après. Ce dessin, c'est des grues qui n'arrêtent pas de faire des implantations en Cisjordanie. Un État palestinien est caché dans ce dessin. Sauras-tu le retrouver? Et il y a toujours un petit Israélien, un petit Palestinien qui tiennent par la main. Ce dessin, je l'ai montré. Ce dessin, il est dans le bouquin que vous avez cité tout à l'heure, et je vous remercie. Et à la fois, il y a tous les dessins du 7 octobre avec les barbelés du Hamas, bien entendu, mais il y a aussi ce dessin-là. C'est-à-dire que moi, je ne lâche rien, je continue à vous dire direz tout. Que c'est un pogrom, le 7 octobre, et à la fois, je ne digère toujours pas qu'il y ait encore des implantations en Cisjordanie. Et alors, mais qu'est-ce que vous répondez à ces critiques contre vous? Qui regardent mes dessins. C'est de la haine, hein, de la haine. C'est des gens qui font que je suis protégé par les policiers. Voilà, que vous êtes protégé par les policiers comme beaucoup de monde aujourd'hui. Et c'est un drame. Hein. C'est un drame ouverte. pour la démocratie, mais je suis très confiant. On va les balayer. La gauche renaîtra, descendre de ces gens dont on vient de parler, qui vont être balayés. Vous n'avez pas le dessin dont je vais parler, à l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen. Hein, vous avez publié un dessin sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas plu. Hein. Ça n'a pas plu. Donc, renvoyant dos à dos l'antisémitisme de Jean-Luc Mélenchon et celui du fondateur du RN, de Jean-Marie Le Pen. Avec ces deux phrases en forme de légende. Sous Mélenchon, l'antisémitisme reste résiduel en France. Et sous Le Pen, les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Un dessin qui vous a valu les foudres des Insoumis, et pas seulement d'ailleurs. Hein. Benjamin Lucas, qui est ELV, vous a dit la même chose. Est-ce que vous assumez toujours ce dessin? Total. Hein? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est tellement ce à quoi je crois, c'est ce que je constate, et je ne lâche rien. Moi, j'ai connu un antisémitisme de droite dans une partie de ma famille et qui ressemble un peu à l'antisémitisme qu'il y avait dans les années 30. Maintenant, je ne dirais pas que Mélenchon est antisémite, mais il joue avec un jeu terrible qui fait la montée de l'antisémitisme. Et tant qu'on n'aura pas compris que quand, par exemple, la numéro 2 de LFI critique le dessin de Coco dans l'IB... Numéro 2 Panot ou Chikirou Voilà, c'est ça, exactement. Et quand elle montre du doigt pour dire que Coco, elle a fait un dessin anti-Ramadan... Sous protection policière. Hein. Alors qu'elle faisait un dessin qui montrait la souffrance des Gazaouis. Tout à fait, et qui a failli être assassiné... Déjà en 2015. Le 7 janvier 2015. Hein. Eh bien, quand après, elle est obligée de se faire reprotéger par les policiers, là, je me dis qu'il ne faut rien lâcher. Mais je suis confiant. La démocratie sera la plus forte. Pour le moment, on est le tsunami d'antisémitisme et de critiques anti-musulmanes, parce que aussi dans mon bouquin, il y a un racisme anti-musulman. Je le raconte aussi. Je veux raconter tout et qu'on me foute la paix et que je puisse m'exprimer comme je le souhaite. Et pour nos auditeurs, je cite un certain nombre de critiques qui ont été émises contre vous par les députés LFI. Vous êtes le meilleur allié de l'extrême droite, ça c'est le député Aurélien Lecoq, LFI. Son collègue Christian Delille, son collègue Christian Bex. Il est difficile de s'écraser plus bas dans l'abject. Hein. Vous avez tellement de haine contre Jean-Luc Mélenchon que c'est vous qui ressemblez à Le Pen. Antoine Léaumont. Je ne connais pas ces gens-là. Et alors, je vais vous dire... vous avez aussi eu lieu au droit au qualificatif d'ordure. Ouais. Je vais vous dire, j'ai plein de défauts. Je ne sais pas ce que c'est que la haine. Je ne sais... on me dirait, je ne connais pas la haine. Et je crois que ça... Alors, on me dit qu'il y a des rondeurs dans mes dessins qui font que il y a des rondeurs qui arrangent, je sais pas comment ça s'explique, et c'est peut-être ça qui fait que je ne me vois pas dire toi, je te hais, j'ai aucune... Et je vais vous dire, Mélenchon, je vous ai même dit tout à l'heure qu'il n'était pas antisémite, alors que c'est un mec, c'est mon combat.
Ouais, quand même. c'est votre combat. Et alors, Bien sûr. pour revenir à ce dessin, Ouais. ce dessin après la mort de Le Pen, Que j'ai fait en sépia. Parce que je trouve que et Le Pen et Mélenchon, c'est les années 30. c'est les années 30. Vous dites, c'est Je Doriot, l'ai quoi. fait. Je l'ai Doriot, dessiné mais en ça- sépia. Ces deux Comme hommes, les photographies ces deux hommes, des Le années Pen- 30. en quoi ces deux hommes, Mélenchon et Le Pen, représentent 2 fois l'antisémitisme? Parce que vous avez dit ça. 2 fois l'antisémitisme. Pourquoi? Et en quoi? Parce que leur manière d'édulcorer la montée du tsunami d'antisémitisme est une erreur politique gravissime. Alors Jean-Marie Le Pen, j'attendais rien de lui. De quelqu'un de la gauche me bouleverse. Et je vais vous dire, il y a avant et après le 7 octobre. Je continue à défendre un État palestinien pour les Palestiniens. Je continue à défendre... Dans mon bouquin, il y a un dessin que 2 orchestres, séparément, m'ont demandé pour faire la paix en Israël. Vous le verrez, il y a un dessin chez une colombe, chef d'orchestre, que j'ai fait pour faire l'affiche de l'orchestre. Et il y a 2 musiciens, un petit Israélien qui a un archet, avec son violon et un archet, c'est le drapeau israélien, et un petit Palestinien, avec son violon et son archet, c'est un archet palestinien. Je donne séparément à ces 2 demandes d'orchestres qui veulent faire la paix au Proche-Orient, ils refusent mon dessin. Pourquoi? Parce que il y a il y a le drapeau israélien. Or, au nom de je veux faire la paix et la musique, orchestre et tout ça pour la paix au Proche-Orient, ils veulent faire la paix au Proche-Orient sans Israël. Et ça, c'est impardonnable. C'est pas grave. Je continue. Et quand on me redemandera, je mettrai les 2 drapeaux à chaque fois. Et la paix, vous y croyez? Vous croyez que vous la verrez de votre vivant? Je sais plus. J'ai cru en... Quand j'ai Parce vu que Pérez Arafat- le croyait, hein? Il l'a pas vu. Oui, mais Et Rabin aussi. je lui en veux encore un peu. Parce que je l'aimais bien, j'adorais Shimon Peres, mais je lui en veux quand même avoir laissé les implantations en Cisjordanie aussi longtemps. Après que je l'ai vu, il y a eu encore 300 000 en Cisjordanie. C'est pas bien. Alors, vous y croyez ou pas? Alors moi, j'y crois, évidemment. Évidemment. Jamais nous, on ne laissera tomber les Palestiniens. Jamais nous ne laisserons tomber Israël. Nous, Européens. Merci en tout cas Jean Plantu ou Plantu. Merci Frédéric. Ou Jean Plantureux. Comme vous le sentez. D'avoir répondu à notre invitation. Bon dimanche sur Radio J et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.